Bonjour Jean, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir une seconde fois, mais aujourd'hui à Grenoble pour le podcast du Rotary. On salue tous les auditeurs justement du Rotary qui vont nous écouter, puisque cette édition 2025, il y a eu maintenant, on le sait, hein, un vainqueur. Donc on a eu l'occasion de faire les interviews de tous les lauréats. Et comme tu as été un invité d'honneur, on te donne la parole parce qu'on a été ravis de t'accueillir à Grenoble. Je sais que tu as un Moi aussi. sentiment particulier avec Grenoble aussi. Tu es, entrepreneur à succès, on pourrait dire quand même, investisseur. Tu es passé justement dans «Qui veut être mon associé?». On va pas résumer ton parcours parce qu'il y a plein de podcasts, dont le nôtre qu'on a réalisé, qui parlent de ton histoire entrepreneuriale. Mais moi, j'aimerais, que tu parles à ces entrepreneurs, à ces jeunes entrepreneurs, notamment qui viennent postuler, au Rotary. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui par rapport à ton expérience, toi, de 10, 15, 20, 30 ans dans le métier? En fait, c'est ce que j'ai dit un peu lors de la conférence. À un moment donné, j'ai dit il faut que vous durcissez un peu en fait la réalité de l'entrepreneuriat. Ce qu'on voit dans les podcasts, c'est-à-dire que quand on écoute mes podcasts à moi ou les podcasts d'autres entrepreneurs qui ont réussi, on se focalise sur des moments un peu de gloire, hein. On a vendu telle boîte, on a amené tel chiffre, on est rentré en bourse, etc. Et on oublie, évidemment, parce qu'on ne va pas tout raconter, etc., que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que des moments de gloire. C'est aussi des moments très durs où on est seul. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est libre, mais je ne suis pas celui qui l'a inventé, cette phrase. Liberté, ça veut dire responsabilité, mais ça veut dire que on est responsable de tout. On a le stress du cash, qui est le plus grand des stress qu'on peut avoir. Le plus grand stress qu'un entrepreneur a, c'est le stress du cash. Pourquoi? Parce que il y a des moments où on arrive et on commence à calculer combien il me reste du cash, combien de mois, de semaines, de jours je peux encore payer les salaires. On s'inquiète en fait en réalité très peu sur nos propres salaires. On focalise beaucoup plus sur notre structure, etc. Je connais tellement d'entrepreneurs qui se payent pas en fait, qui acceptent de pas se payer. C'est quand même quelque chose de particulier parce que, en général, les entrepreneurs sont des gens, si on les compare par rapport à leur père, du côté salarié, Mmh. connaissent beaucoup plus que leur père. Parce que leur équivalent, on va dire, sont des gens qui ont euh, certaines spécialités. Ils viennent au travail, ils exercent un seul métier. Euh, Quand c'est un peu la palette est un peu large, c'est extraordinaire. Les entrepreneurs, ils balayent tellement de sujets par jour. Quand les autres arrivent avec des équipes, eux, ils arrivent tout seuls. Donc, si on compare les individus, les entrepreneurs sont plus équipés. Et pourtant, au début, ils acceptent le fait d'être au moins payés, Mmh. sachant qu'il y a des gens qui ne se payent même pas. Pour garder l'argent dans l'entreprise, pour pouvoir avancer encore un peu plus loin, pour pouvoir se permettre de recevoir des salaires, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de dons de soi. Euh, Moi, je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. Parce qu'on on pense à son entreprise jour et nuit. Euh, C'est pas 35 heures. non, les 35 heures, ils les font. Un entrepreneur fait les 35 heures en 35 heures. Voilà. Et ça m'a compris. Donc, et c'est pour ça, tous ces jeunes qui arrivent à ce métier, euh, j'aimerais leur dire que c'est pas quelque chose qui est très simple, mais quelque chose qui est enivrant.
quelque chose qui est très formateur. Donc, ne pas avoir peur d'y aller, parce que même si vous échouez, l'apprentissage réalisé, c'est impossible de le faire pour le même temps dans une autre structure. Donc, bah, si ça n'a pas marché, on peut reprendre le travail et devenir intrapreneur quelque part. Donc, on n'a rien perdu. Mais il ne faut pas croire que c'est Beverly Hills, hein. Ouais. Ça va être rude. Ceux qui n'aiment pas la solitude, pas y aller, parce que beaucoup de batailles sont affrontées seules, C'est vrai que surtout au début. l'entrepreneur aussi a plusieurs casquettes. C'est ça qu'on voit. Il y a un peu le mythe des réseaux sociaux qui donne l'image de l'entrepreneur qui est très riche, qui travaille pas beaucoup, qui est à l'autre bout, qui est sur une plage et qui gagne de l'argent, etc. Donc il y a cette image-là. Et ce que le Rotary veut apporter aussi, c'est dire bah, il y a du concret. Nous, on les aide, ces jeunes, ou un peu moins jeunes, mais en tout cas jeunes dans l'exercice entrepreneurial. Et c'est aussi pour ça qu'ils t'ont fait venir, pour montrer cette réalité du terrain, avec bienveillance, bien sûr, mais vraiment ce qui se passe sur le terrain. Oui, en fait, la réalité, c'est que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas la vérité. Mais vraiment, absolument. Et évidemment, il y a des cas très exagérés sur les réseaux. Là, c'est vraiment pas du tout la vérité. La vérité, en fait, il y a des gens qui croient qu'on peut gagner de l'argent facilement. Il y a plein de gens qui maintenant se disent mentor, coach, je sais pas quoi. Ils n'ont rien fait de leur vie et ils conseillent des gens et ils prennent des milliers d'euros à conseiller des gens. Ils ont lu 2 livres et ils passent leur temps à répéter ce qu'il y a dans ces 2 livres. Ça s'appelle pas coach. Ce ne sont pas des mentors. Euh, dans les arts martiaux, pour devenir mentor de quelqu'un, il faut des danes, hein. Mm. Ce qui est triste, c'est que on voit des gens qui ont rien réalisé dans la vie, rien, et ils sont mentors et ils racontent des salades sur les réseaux sociaux. Bon, euh, le- la réussite dans l'entrepreneuriat nécessite beaucoup de sueur, beaucoup, beaucoup de travail. Ce que moi, je passe mon temps à dire, c'est que euh, le travail dans l'entrepreneuriat n'est pas une condition pour la réussite. Tous les entrepreneurs travaillent. De toute manière, si vous ne voulez pas travailler dur, c'est même pas la peine d'y aller. Ça va être très très court là. Ça va être très très court et d'ailleurs vous apprenez rien en plus parce que vous allez mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Mais dans le sport, quand on travaille, on a des résultats. Ici, non. On peut ne pas avoir des résultats. On peut travailler très très dur et ne pas avoir des résultats. On peut s'être trompé sur notre offre, sur le marché, sur le business model et se foirer. Alors évidemment, les entrepreneurs qui sont bien conseillés, etc., c'est pas grave de faire des erreurs. En toute manière, personne ne vise la cible tout droit, direct. Il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, moi, je sais que je vais la mettre. C'est comme dans le golf quand on putt. Bah moi, elle va rentrer toujours dans le seau. Ouais, à C'est-à-dire, force si d'expérience. Ouais. c'est pas le premier coup qui est dans le trou, bah, le deuxième est lié, hein. Donc, mais ça, c'est quoi? Moi, j'ai créé tellement de boîtes. J'ai acheté 10, j'ai vendu 3. Donc, et j'ai tellement été dans des difficultés, j'ai tellement connu des moments de gloire, j'ai tellement tout connu qu'aujourd'hui, bon, je commence à avoir une plus grosse rapidité de définir mes modèles qui sont pas loin de ce qu'il faut, etc. Mais en réalité, un entrepreneur qui commence va faire énormément de conneries. La seule chose, c'est qu'il faut être très pragmatique. Et aujourd'hui, ils ont une chance que nous, on n'a pas. On n'avait pas à l'époque, c'est le digital. C'est-à-dire, aujourd'hui, le digital, c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'on peut tester quelque chose, avoir le retour du client très rapidement. Et donc,
faut pas dire que le client est con. Ouais, parce que c'est pas être entêté. Euh, Donc, en fait, on décide d'aller comme ça et ben, on décide de corriger. Et on recorrige, et on recorrige. Et finalement, parfois, on arrive à un résultat qui est différent de là où on est parti parce que c'est le vrai résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entrepreneur, ne pas prendre une décision, ça peut être catastrophique. Vaut, vaut mieux décider et que ce soit faux, parce qu'on a le temps de corriger si on se rend compte que c'est faux, que rester immobile sans rien faire, attendre quelque chose qui arrive. Donc, vaut mieux avancer, et même si on est obligé de... Mais c'est là où le pragmatisme est très important, parce que si on n'est pas pragmatique, ben on Mmh. insiste en fait. C'est quoi les qualités essentielles pour un entrepreneur? Il y a pas de recette miracle ou magique, comme on pourrait dire, mais c'est quoi? C'est le travail, la persévérance? Le travail, c'est pour moi pas une, c'est pas une définition, c'est un Ouais. prérequisitis. En fait, c'est les préacquis, on dit en français, les Prérequis, ouais. prerequisites, voilà. Ouais. Si on n'a pas ça, on ne vient pas. Mmh. Une des qualités essentielles d'un entrepreneur, c'est la résilience. Ça veut dire que c'est un combat de boxe. Si vous ne pouvez encaisser aucun coup, même si vous avez le coup le plus violent du monde, bah, c'est rare de taper sans prendre un coup, quoi. C'est pas possible, Mmh. quasiment. Donc, il faut être résilient, il faut savoir encaisser les coups, s'énergiser pour continuer à aller plus loin, euh, se repartir à chaque fois que vous mettez un genou par terre. Donc, pour moi, la résilience est une des qualités essentielles. Il y a aussi l'énergie. L'énergie, on en a besoin. On a besoin d'avoir soi-même de l'énergie. On a besoin d'énergiser les autres. Il faut énergiser ses équipes, et de plus en plus, malheureusement, dans notre pays. Il faut pouvoir énergiser vos partenaires. Il faut savoir énergiser tout le monde. Parce que si vous êtes une banque et vous voyez quelqu'un écartelé, là, Mmh. bon, vous n'avez pas trop envie de l'aider ou d'aller avec lui. En fait, vous devez faire donner envie, et donner envie, c'est de l'énergie. L'entrepreneur, avant tout, c'est quelqu'un qui évangélise, qui arrive à convaincre plein de monde à se rallier à sa cause, que ce soit des partenaires financiers qui vont lui donner peut-être de l'argent, que ce soit des clients qui vont acheter son idée immature, parce que l'idée au début, elle n'est Mmh. pas mature, que ce soit des salariés qui vont accepter de quitter d'autres boîtes pour le rejoindre. Donc, sa capacité à convaincre est essentielle. Voilà, et c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui sait analyser les choses vite. J'ai beaucoup plus de respect pour les gens de l'action, moi. J'ai toujours été comme ça, hein. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup plus que quelqu'un qui conseille, même si je sais conseiller, mais la réalité, mon langage est toujours militaire, moi. Mais j'ai toujours eu plus de respect pour les officiers qui vont se battre sur le terrain avec les forces spéciales, etc., que les mecs assis dans une grande salle et qui disent déplacez les troupes, faites ceci, faites cela, ils sont loin du feu. Donc, à force d'être sur le terrain, à un moment donné, nos conseils sont pertinents, et au lieu de nous garder sur une zone, efficace sur une zone, on veut impacter tout, donc on vous ramène dans le siège. Ouais. Mais moi, voilà, j'ai toujours valorisé l'action plus que la stratégie derrière. Les gens qui stratègent là, beaucoup. Sur plusieurs Voilà. années de recul, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que tu as vu l'entrepreneuriat, changer et si oui, sur quel point? C'est déjà sympa, hein, de parler de 15 ans et 20 ans parce que c'est beaucoup plus. Je te rajeunis? Allez, 30 ans, Euh, 40 ans si tu veux.
Oui, ça a bougé. Ça a beaucoup bougé. L'entrepreneuriat et les entrepreneurs ont changé beaucoup. Je me rappelle, à mes débuts, moi j'étais dans les premiers forums qui ont été d'ailleurs faits à Grenoble, hein. Ça s'appelait Forum 4i, euh, où on était des entrepreneurs et nous passions devant, à l'époque c'était huit investisseurs. On présentait le matin 5 minutes et en fonction de ça, les 8 décidaient de suivre l'après-midi 1 heure, etc. Et dans ces genres d'événements et d'autres différents, euh, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais à l'époque, je brillais. Il y avait quelques têtes au-dessus des autres, mais vraiment de loin, quoi. Et on parle pas de taille. Non, non. Et on était visibles, quoi. Les bons, Mm. vraiment, on était quelques-uns. Je parle des années 98, hein, donc le capital risque en France, c'était derrière Israël. C'était vraiment au début, début. Et les bons, on était connus, en fait. On était jeunes, mais connus, tellement on était différents des autres. On n'était pas si bons que ça, peut-être, mais on était tellement meilleurs que les autres. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, franchement, les entrepreneurs d'aujourd'hui, les bons, sont vraiment bons. Et ils sont meilleurs que leur père. Ils ont tout appris de leur père. En fait, ils ont accès à tellement de choses, des livres, des podcasts, ChatGPT, enfin tout, tout. Ils ont accès à tellement de choses. Et, euh, et du coup, les bons encaissent beaucoup de connaissances rapidement et ils sont à des niveaux vraiment, vraiment très bons, mais ils sont très comparables entre eux. C'est-à-dire que l'écart entre le bon et le moins bon est Mm. devenu très, très petit. Nous, l'écart, il y avait C'est vrai. l'écart, hein. C'était facile, hein, pour celui qui veut investir et il sait que lui, c'est mieux que lui. C'est ce que tu Donc, vois notamment avec Yvan, mon associé. Ils sont très bons. Ils arrivent regardez, vraiment c'est très, préparés. très simple, hein. Moi, j'invite tout le monde à regarder la Ouais. saison 1, Ouais. 2, 3, 4, 5. Voir l'évolution. Ouais. Et vous verrez que les entrepreneurs ont changé de gueule, hein. Enfin, pas de gueule, Pas de fringues, mais hein. ta titre. Bah, si, si, il commence, hein, il commence, il commence. C'est bien d'ailleurs, hein. Il faut que tout le monde comprenne, hein, que Le visuel est important. Ouais. avant de s'habiller comme Steve Jobs, il faut devenir Steve Jobs. Mm. Donc, tous ils arrivent, on vous tutoie la première fois qu'on vous voit. Ils sont habillés tous avec des cols roulés, et des machins comme Steve Jobs. Sauf que Steve Jobs, le mec, il pouvait s'habiller comme il veut, Mm. hein. Et c'est Steve Jobs. Donc, et puis, bon, arrêtez de ressembler tout le monde à tout le monde, quoi. Faut un peu sortir du lot. Si on veut, il faut être différent en tout. Qui a envie de ressembler aux autres? Mm. Donc oui, on le voit aujourd'hui dans Gvema. Chaque saison, les entrepreneurs sont meilleurs. Ils sont mieux préparés aussi, hein. Ils ont vu la saison 2 a Oui. vu la saison 1 et la saison 5 a vu les 4 autres. Donc, du coup, ils se préparent, ils prennent des conseillers, euh, Coach en prise voilà. de parole, en pitch, etc. Ils ont des coachs Ah partout, oui. hein. L'émission leur met des coachs aussi. Ok. Mais les émissions, enfin ceux qui sont sélectionnés. Parce qu'il y a des milliers qui se présentent à Gvema. Et finalement, il y a quoi? Quelques dizaines. La saison 5, c'est plus de 4000. Et qu'est-ce qui a passé en air? Je pense 36. Oui. 36 cas. Donc, sur 4000, c'est beaucoup. Donc, il faut être très bon. Et ils sont bons. Et d'ailleurs, franchement, c'est compliqué parce qu'ils arrivent au plateau, on découvre, et vous avez quasiment envie d'investir partout. À un moment donné, tellement ils sont bons, ils racontent l'histoire bien, etc.
L'année dernière, on leur a mis le temps, 1 minute 30, etc. Prenez tout le monde. C'est- Peut-être il y en a eu un ou deux qui ont fait 1 minute 45. On les a arrêtés. Ils auraient pu terminer à 1 minute 45. On les a arrêtés, par équité, mais ils sont vraiment bons. Hein, y a aucun souci. Toi qui balayes plein de secteurs différents dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs peut-être que tu n'as jamais touché du doigt? Je pense, à mon avis, c'est rare. Mais un jeune entrepreneur qui voudrait lancer justement une entreprise, une start-up, dans quel secteur ça pourrait être prometteur et que tu pourrais leur donner comme conseil? Euh, Mon conseil, moi, c'est vraiment la singularité, la différence, vraiment ce qu'on peut appeler la rupture. On peut l'appeler ce qu'on veut. Et en fait, il y a une erreur qui consiste à dire que l'innovation, c'est dans le produit. La différence, c'est dans le produit. La rupture, c'est une rupture technologique. C'est faux. En fait, on peut avoir un produit que d'autres ont, mais on a un business model qui est unique. On peut avoir une approche du marché qui est différente. On peut avoir un marketing qui est différent. On peut avoir une communication qui est différente. On peut avoir plein de choses. Et, et personnellement, je pense que les gens qui apportent une rupture, c'est les gens qui sont le plus aptes à réussir. Mm. Et cette rupture, on peut l'avoir de plein de moyens. C'est pas forcément un domaine type. Non, moi je pense que la rupture peut exister dans tous les domaines, même les domaines les plus... euh, C'est plus les, concluentiel. les Ouais, services, ouais, la formation, ouais. on peut faire les choses d'une manière différente. Moi, de toute manière, à chaque fois que j'ai pris une société ou que j'ai aidé des gens, aujourd'hui je commence à faire du mentoring aussi, Mais là, c'est vrai, il y a des années derrière. Tu mais vois? là, je suis pas, j'ai pas 11 ans. Ouais, c'est ça. Mais bon, je sélectionne beaucoup, hein, et puis je suis très très cher. Moi, c'est simple, hein. En fait, je suis cher, mais les gens ils sentent pas mon prix parce que vu ce que je fais à l'entreprise dans laquelle j'interviens, on sent pas. Parce que moi, j'ai toujours une chose dans ma tête, c'est j'ai toujours essayé de me payer en fait. Je déteste qu'on me paie. Donc même quand je fais du mentoring, et ben et que je suis il y a des gens que j'aide gratuitement. En fait, moi, je suis à deux niveaux. Ça veut dire, je suis probablement parmi les plus chers de France et je négocie pas. Mais il y a des gens qui me touchent et eux, je les aide gratuitement. Je m'en fous. Ça va rien changer à ma vie. Donc voilà, c'est des deux côtés. Mais de toute manière, moi, je refuse qu'on me paie. Donc, même quand je suis cher, ce que j'apporte à la structure doit être des multiples fois de ce Mm. qu'on me paie. Ouais. Et comme ça, j'ai pas de scrupules en fait là-dessus, ni fausse honte. Justement, tu parles des projets qui te passionnent, que des fois tu y vas par au coup de cœur. Pourquoi tu es venu au Rotary? Pourquoi tu as été l'invité d'honneur? C'est à Mm. Grenoble, c'est dans ta ville, un peu ta région chouchou, hein, faut le dire. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le Rotary? Euh, je vais être très, très honnête. Bon, moi, je connais le Rotary, évidemment, comme tout le monde le connaît. Je fais pas partie du Rotary personnellement. J'ai failli y rentrer dans le temps. J'avais des amis qui sont dedans, ils m'ont tiré, mais j'ai choisi d'autres voies. Donc, j'ai pas été dans le Rotary. Et ma venue au Rotary euh, est liée aussi à la personne qui était en face. Laurent a, a pas lâché. Il m'a envoyé un premier message, un deuxième, etc. Et puis je lui ai dit, écoute, tu es en concurrence avec... C'est pas que tu es en concurrence. Au début, j'étais déjà engagé sur Mm. un autre endroit.
Mais il a su me convaincre. Les valeurs du Rotary et les valeurs affichées sont des valeurs qui me touchent évidemment, hein. C'est pas trop compliqué, on va dire, d'être sensible aux valeurs défendues par le Rotary, hein. Pour moi, si on ne l'est pas, ça craint, quoi. Mm. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais après, tout est des relations humaines, en fait. La réalité, pourquoi j'ai fait un double podcast avec toi, Déborah, et pourquoi d'autres, j'ai dit non. Bah, c'est aussi les relations humaines, la manière dont les gens approchent, l'impact que vous pouvez avoir. Euh, Moi, à un moment donné, je devais choisir entre être avec le Rotary ou être avant, là où je devais être. Et je n'arrivais pas à choisir parce que les deux endroits, ils avaient quelque chose. Et j'ai dit à Alain, bon, bah, ok, donne-moi le nombre de gens. À un moment donné, il fallait que je coupe par ça, quoi. Et il y avait quasiment, il y avait 2 fois plus de monde du côté Rotary. Bon, Laurent était bon parce qu'il m'a dit 400. C'était 350 finalement. Bon commercial, bon vendeur. Bon, ouais, ouais. Mais bon, il n'a pas trop exagéré quand même. 350, ça reste 1 fois et demie l'autre côté. Donc voilà, j'ai choisi à la fin. Mais honnêtement, ça aurait été peut-être autre que Laurent, j'aurais pu ne pas venir. Mm. Parce que ce jour-là, ça tombait en concurrence avec d'autres. Et puis, en fait, franchement, on n'a pas idée. Personne n'a idée de l'ampleur, en fait, des demandes qui arrivent. C'est rien que pour lire les messages. En fait, moi, j'ai un problème. C'est que je n'aime pas les pastilles. Ah, Ça veut dire quand il y je a comprends. 10 ou 13, ça me stresse. Donc, j'y vais et je lis. Ouais. Et là, t'es foutu. Et le problème, c'est Ouais. que, mais quand on lit, en fait, le problème, c'est que avant, pour m'envoyer un email, c'est compliqué parce que mon email est compliqué. Donc, il manquera toujours un truc, un caractère dedans, et qui fait que l'email n'arrive pas. La seule chose, c'est que maintenant, on est accessible sur Instagram, on est accessible sur LinkedIn. Grâce à Meral, maintenant, je suis accessible sur TikTok. Bon, j'ai dit à tout le monde, c'est Meral qui lit TikTok. Comme ça, moi. Moi, non, c'est vrai. Je regarde TikTok parce que elle m'a convaincu en fait, c'est une autre cible et Mm. d'autres gens. Euh, et c'est une autre approche, en fait. Mais bon, ça ajoute une accessibilité. Euh, Bientôt, il y aura mon site. Mon site, c'est le temps que ce podcast soit live, il sera sorti, jean-michelcaram.com, qui va devenir qui va me faciliter la vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment perdu. Ça veut dire que j'ai des demandes qui arrivent sur tous ces réseaux-là. Et quand je les lis, bah, vu qu'il y en a d'autres qui arrivent, Bah oui. et en fait, ils deviennent en bas et je les oublie. Et à chaque fois qu'on répond, par exemple sur LinkedIn, sur un, il se met premier. Donc, vous dites, mais où est-ce que j'étais? Et en fait, on se perd, en Ouais. fait. Parce que c'est pas 10 messages, quoi. C'est des milliers de messages. Donc c'est très, très compliqué. Et du coup, maintenant, avec mon site, on fait un effet entonnoir. Et du coup, bah, je vais être plus efficace, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de demandes. Et à un moment donné, on est obligé de faire des choix, en fait. Et évidemment, le choix des valeurs, etc., pour moi, est important, très important. Franchement, j'ai pas trop envie de m'emmerder avec des gens Ouais. qui ne partagent pas mes valeurs. Bon, il y a d'autres gens qui sont différents de moi et ils ont qu'à aller les chercher. Mais moi, je veux m'amuser là où j'opère. Je veux avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui cherchent à améliorer un tout petit peu ce monde, etc. Donc évidemment, ça, c'est pour moi essentiel. Et après, bon, évidemment, on ne peut pas dire oui à tout parce que
Je reste le PDG de Memscap, de Eva Group, de Skill. Et donc, je ne suis pas à la retraite. Donc, si j'étais à Mm. la retraite, j'aurais beaucoup plus de temps, mais je serais moins utile. Tu n'as pas réussi à dupliquer pour l'instant, donc Mais en fait, l'intérêt de travailler avec moi, en fait, c'est que moi, je ne suis pas un individu. C'est-à-dire, j'ai beau, même si je suis le meilleur individu sur Terre, bah, ça reste un, en fait. Moi, je suis un écosystème. Donc, il y a un impact qui est très massif sur les boîtes, sur les gens. Euh, Quand je mentor quelqu'un, il voit tout de suite les résultats, quoi. C'est immédiat parce qu'on va intervenir sur tellement de choses. Et, euh, et moi, en fait, en réalité, je suis convaincu qu'en France, la réussite passe par l'écosystème. Elle ne peut plus passer. Pour moi, j'aime beaucoup la France, etc. Il faut pas mal la comprendre. Mais la France est toute petite. Sur l'échelle du monde, on vit toujours dans les rêves de Louis XIV. Mais Louis XIV est bien mort. mm. Euh, L'Empire français, le soleil ne se couchait pas dessus. Donc aujourd'hui, bon, on peut dire qu'il ne se couche pas dessus parce qu'on a des dom-toms, mais on est devenu vraiment petit. Il faut savoir, et on perd les batailles l'une après l'autre. C'est dramatique, hein. On a perdu la bataille dans le temps de l'énergie, alors qu'on était devant tout le monde. Le nucléaire français était une des filières les plus avancées du monde. On l'a abandonné, on l'a laissé pour des relations, pour des décisions purement dogmatiques, politiques, etc. C'est triste aujourd'hui. C'est les décisions prises par l'exécutif à cette époque-là. Ils sont responsables du déclin de la France dans ces points-là. Euh, on a fait le photovoltaïque, encore de l'énergie, etc. On marmonnait sur toute la Terre. Bon, maintenant, il y a combien de boîtes françaises dans le photovoltaïque, dans les top 10? Zéro. Ouais. Zéro. Du coup, tu C'est... penses qu'un entrepreneur, il faut qu'il vise tout de suite l'international plutôt que... Non, 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 pas pas du tout. forcément. Pas du tout. En fait, c'est l'international, il faut faire attention parce que l'international, il faut avoir des moyens. Ouais, Dans trop beaucoup choses. de domaines, on ouvre un territoire, c'est 4 ans de perte, hein. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas en France que ça va marcher aux États-Unis, hein. C'est pas vrai. Vaut mieux travailler le modèle à faible coût en France avant d'aller Mm. s'éclater dans tous les sens du terme, parce que sinon on s'éclate réellement. Donc, euh, non, pour moi, aujourd'hui, les défaites consécutives qu'on subit, ça a commencé par l'énergie, il y a eu les GSM. Pareil, la conférence du GSM avant, elle était au sud de la France. Aujourd'hui, elle n'est pas là. C'est en Espagne et d'autres sont aux États-Unis. Donc, on abandonne bataille après bataille. On continue à faire le cocorico. Sauf qu'on a un pays qui a la taille du Texas, avec des moyens. Mais regardez les fonds français. C'est une blague. Vraiment. C'est-à-dire que, à comparer aux fonds américains, mais c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Euh, et même notre argent européen exode aux États-Unis. Donc, je ne sais pas combien de milliards par an vont en investissement d'Europe vers les États-Unis. Et Donc, pourquoi il se passe ça, à ton avis? pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'on n'est pas Politique? bon. On n'est pas Non? bon. Franchement, le, je veux absolument pas parler politique, hein, mais je juge personne. Et si j'étais à leur place, peut-être je ferais moins bien, etc., Ouais. etc., etc. On voudrait peut-être pas leur place. Oui, et puis on voudrait même pas leur place. Ça paiera même pas les prêts, ce qu'ils gagnent en salaire, hein. Parce que aussi, ça c'est un problème pour moi. Vous voyez, en France, on fait beaucoup de choses qui sont idéologiques. L'opposé de ce qui se fait en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le pragmatisme.
Par exemple, je donne un exemple tout con sur la vie politique. On a dit, sous, je pense, la présidence Hollande, si je me rappelle bien, on arrête les cumuls des mandats. D'accord? Qui, idéologiquement, c'est merveilleux. Ah oui, quand on est ministre, on est ministre. Quand on est machin, on est Ouais. député. Hein. Voilà, quand on s'occupe d'une mairie, on s'occupe d'une mairie. On ne peut pas s'occuper d'une mairie, être ministre, machin, etc. D'accord. Dans l'idéologie, c'est parfait. Et même l'éthique et tout. Mais en réalité, les hommes politiques qui avaient le cumul de mandats gagnaient suffisamment Mm. bien leur vie. Aujourd'hui, combien gagne un ministre? 8 500 euros. Alors on peut dire 8 500 euros, c'est X fois le SMIC. Ouais. On peut. Sauf que nous avons besoin d'attirer la meilleure élite pour nous diriger. L'élite. Mm. Or, l'élite, aujourd'hui, pourquoi elle veut faire en politique? Si le ministre, il gagne 8 500 euros. Le président, il gagne 250 000 euros. Le président. Et un président aux États-Unis, il ne gagne pas ça. N'importe où, il ne gagne pas ça. Alors on dit oui, mais quand il sort, il fait... puis on le traite bien, il est Mm. comme un roi, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faut attirer les jeunes brillants à devenir en politique pour pouvoir diriger le pays. Sauf qu'aujourd'hui, prenez une classe. Sur 20 élèves, les meilleurs 5. Est-ce qu'il y en a un d'eux qui veut faire politique? Un. C'est une Non. bonne question. Non, Ouais. absolument pas. S'il veut faire ingénieur, enfin, école de commerce, il veut le faire. Youtubeur. Ou youtubeur, ouais. Ça, c'est les derniers 5, en fait, en général. Et ils deviennent coach. Bah, en fait, donc, du coup, on laisse nos élites ne s'intéressent plus à la politique. Et même la population ne s'intéresse pas, parce que même son droit, qui est le droit de vote, qui est quelque chose pour lequel on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a des pays où les gens meurent pour avoir le droit de voter. Meurent, on leur tire dessus. Ici, bientôt, il faut qu'ils nous envoient un chauffeur pour nous amener voter. Donc, du coup, c'est un désintérêt total de la politique. Et donc, bon, voilà. Et puis, je ne dis pas que le collectif actuel, l'exécutif actuel est mauvais. Il y a vraiment des très, très, très brillants. Moi, j'ai rencontré pas mal d'hommes politiques et c'est des gens brillants. Brillants, vraiment. Hein. Mais ils sont aussi cadenassés. Ils ont des mandats très courts. On a voulu réduire les mandats aussi. Idéologie. C'est bien, les idées sont très bien. Mais il faut garder des choses et du coup, bah, on agit beaucoup moins, on fait moins et à fur et à mesure, on perd la bataille. Et la France, elle est pleine de talents, elle est vraiment pleine de talents. Un ingénieur français est un des meilleurs ingénieurs du monde. Il est super bien formé. Il y a beaucoup de talents dans ce pays. Mais bon, après, on regarde combien ils sont payés, etc. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que euh, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais quelle est la meilleure réponse à l'échec économique? L'inflation. Oui. C'est une réponse très facile. On achète un appart, 200 000 euros. Même pas 15 ans, il y a des endroits à Paris, ce même appart à 200 000, il est aujourd'hui à 900 000. Dans l'espace, allez, de 15, 20 ans exagéré, hein, mais 15 à 20 ans, de 200 à 900. Dans le temps, les 200, s'il y avait un couple de cadres, jeunes cadres, ils arrivaient à avoir cet appartement. Aujourd'hui, un couple de jeunes cadres n'arrive pas à avoir l'appartement à 900. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a appauvri les gens. Et pourtant, on a donné plus de chiffres. Là, beaucoup plus. Si on regarde, les chiffres sont beaucoup plus gros. Oui. Mais sauf que le pouvoir d'achat a tellement baissé par l'inflation. Et donc, on pousse les gens à faire quoi?
on pousse les gens à, en fait, si vous prenez votre argent, vous le mettez à la banque, vu le niveau d'inflation réelle, vu le niveau de gringolade économique, et parce qu'il vous donne comme taux d'intérêt, votre argent, il baisse d'année en année. On pourrait, Et on pourrait faire le parallèle avec l'entrepreneuriat finalement. bah, Il faut avoir plus d'entrepreneurs finalement en France, mais on les aide pas. on peut avoir plus d'entrepreneurs. En fait, est-ce qu'on veut plus d'entrepreneurs en France ou pas? Déjà, il faut dorer le blason du travail. Mm. C'est-à-dire que les années Covid étaient désastreuses pour nous. Ils étaient désastreuses parce qu'il y a un shift de mentalité. Moi, je sais bien, je l'ai vécu, hein, avant Covid, après Covid, c'est deux mondes. On est arrivé et on a dit, quoi qu'il en coûte, on va aider notre peuple, etc. Et c'est quelque chose qui est remarquable. Mais on n'a pas demandé, on n'a pas expliqué suffisamment et on n'a pas demandé des contreparties. La France ne sait pas ce que ça veut dire, la valeur du mot contrepartie. On veut, mais sans donner. Non, c'est impossible. La France n'est pas un puits sans fin. On vit toujours aujourd'hui dans ce pays, avec le luxe dans lequel on vit, grâce à l'effort d'une génération de l'après-guerre, qui a travaillé, dur, très dur. Nous, on est arrivés, on a eu plein d'acquis sociaux, mais ça ne nous suffit même pas, on veut encore, et on veut encore. Et toujours on demande sans contrepartie. On ne peut pas demander sans contrepartie, c'est pas possible. Et le problème là-dedans, c'est que la valeur du travail, c'est devenu, on revient, j'ai fait tout un podcast sur ma chaîne sur le travail qui va être bientôt publié. On a commencé par le temps, mais c'est dans le cadre de spiritualité. Mais en fait, le travail, euh, ça vient du mot tripalium, en fait. Ça veut dire souffrance. Hein. Et c'est un outil de torture, hein, le tripalium. C'est un outil de torture. Et en fait, il y a un shift dans le travail de ce mot, au moment, on va dire, c'est l'origine est judéo-chrétienne, la notion de souffrance. Pourquoi? Parce que selon la Genèse, Adam et Ève sont au paradis. Il a dit pas toucher à la pomme, donc l'arbre de la connaissance. Ils violent le règlement. Dieu les punit. Et qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, puisque tu es puni, tu mangeras ton pain de la sueur de ton front. Donc, le travail était une punition. Mm. Et à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Et d'ailleurs, quand la femme est en train de donner naissance, on dit qu'elle travaille. Oui, c'est la période du C'est travail. Voilà. Donc, le travail est devenu souffrance, que ce soit homme ou femme, c'est une punition. Et on reste dans cet esprit-là jusqu'aux baptiseurs de cathédrale. Les baptiseurs de cathédrale ont redonné la valeur de travail. Pourquoi? Parce qu'ils œuvraient, ils construisaient ces belles bâtisses pour faire partie de la création. Dieu crée à travers leurs mains. Et donc, ils cherchaient l'excellence. Et il n'y a qu'à regarder les bâtisses qui nous ont léguées. C'est juste de trucs qu'on dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ces œuvres-là avec les moyens qu'ils avaient, etc. Même nous, avec nos machines actuelles, ça nous semble incroyable. Regardez ce qui est arrivé pour faire Notre-Dame. Combien il y a eu d'argent, combien il y a d'entreprises, combien machin. Ça, c'était des choses faites par des bâtisseurs de cathédrales, des compagnons, travailleurs, etc. Donc, eux, ils ont redonné la valeur au travail. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, le travail,
n'est plus valorisé. Aujourd'hui, quand on parle aux jeunes, ils croient qu'en scrollant des trucs TikTok ou en gagnant des followers ou je sais pas quoi, eh ben, ils vont gagner leur vie sans aucun travail. Et quand on parle à une certaine aile politique, ils disent, de toute manière, quoi ça sert? Ben, on a l'IA, on Mm. a la techno, on va travailler pour nous. Bon, premièrement, en IA, on est en retard vraiment. Oui. Et donc, on ne sera pas parmi ceux qui manipulent, qui inventent l'IA. Nous, on est des utilisateurs, on est des clients Mm. à l'IA en France et on n'est pas vraiment des fournisseurs. Donc, pour en profiter. Deuxièmement, peu importe l'évolution technologique, on ne va pas rester à la maison et l'argent, il va tomber du ciel. Enfin, c'est pas possible. Il faut réfléchir. C'est impossible. L'économie, c'est un mouvement d'argent, un mouvement d'argent pour des produits, pour des services, pour quelque chose. Pour quelque chose. On ne va pas bouger l'argent pour rien. Donc, euh, donc le progrès technologique ne supprimera pas le travail, il le changera. Et nous devons nous adapter à ces changements, mais le travail restera le premier pas pour toute réussite, pour tout gain, pour toute chose, même si c'est une condition qui n'est pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Tu fais beaucoup de conseils et du coup, pour, même les plus jeunes générations, notamment ceux qui arrivent au Rotary, parce que c'est le but, aussi aujourd'hui, ceux qui arriveront pour, l'édition 2026. Hem, Tu voudrais leur dire quoi à ceux qui doutent encore de se faire accompagner, tu vois, par le Rotary ou d'autres structures, hein? Là, on est dans le podcast du Rotary, mais par d'autres structures. Ceux qui se disent: «Bon, je me lance entrepreneur», bon, tu as donné beaucoup de pistes et et beaucoup d'astuces, donc forcément ça les aiguille. Mais tu voudrais leur dire quoi sur cette édition 2026? Euh, Moi, je pense que quand on se lance, euh, être accompagné permet de éviter beaucoup de choses. Un, permet d'éviter la solitude absolue. Mmh. Ouais, tu en parlais La tout à l'heure. solitude, ils l'auront, accompagnés ou pas. Ouais. Et à un moment donné, les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Donc, c'est simple. Cette partie-là, ils vont le garder et encore heureux, hein, parce qu'ils sont entrepreneurs. Mais il est agréable de pouvoir ne pas être seul tout le temps. Et puis surtout, il est agréable d'éviter certaines bêtises que d'autres ont fait et qui nous font le luxe de ne pas faire. Donc quand on est accompagné, si on est bien accompagné, ben en fait, on est guidé. Parfois, il y a plein de voies. On va nous permettre de prendre la bonne. Et au début, c'est utile parce qu'on est fragile au début. Moi, je sais que en plus, cette année, le Rotary a fait un grand effort, hein. J'estime que vu qu'ils ont bien progressé entre 25 et 24, ils peuvent progresser entre 25 et 26. Mais le gagnant, il en a eu pour 11 000 balles ou quelque chose comme ça, qui est un beau prix, hein. Ouais. En général, les prix, moi, j'ai fait comment il s'appelle le truc de Grenoble en tech, là, Pitch and, le Oui, truc de Dauphiné libéré. oui. Bah, c'était 1500 le prix. Euh, Là, je viens d'être moi-même le parrain des prix dans mon école d'ingénieur, l'Essier. Cette année, j'étais le parrain. Et les prix étaient le premier 1500, le deuxième 1000, le troisième 500. Donc, c'est pas. Et là, on a beaucoup d'argent. Ouais. Donc, ça vaut la peine de le tenter. En plus, il y a
plein de gens qui donnent de l'intangible, qui reçoivent autre que l'argent, ils reçoivent vraiment de l'intangible, de l'aide, je ne sais pas quoi, des heures de coaching par-ci, de l'aide en expert comptable. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Le, le- l'écosystème du Rotary est assez varié de mon expérience. En fait, quand j'ai été à cette soirée-là, il y avait beaucoup de... et ça représente un peu le tissu économique local. Donc, il y avait de tout Mm. dedans. Et donc, euh, on, on peut être aidé sur beaucoup de facettes. Et puis, c'est un réseau. Euh, Quand j'étais au Rotary, je leur ai dit que c'est les 3 R ou 4 avec le Rotary, et puis mais un des R, c'était les réseaux. Mm. Euh, et, euh, et les réseaux, pour moi, c'est les relations, les réseaux, c'est un autre R. Euh, c'est déterminant pour la réussite. Déterminant. C'est la chose la plus déterminante dans la réussite. Ouais. Euh, Enfin, je ne sais pas si vous avez accès à Arnaud. C'est quand même pas mal. Parce que vous pouvez le pitcher. S'il a... Alors, il y a beaucoup de chances que vous que votre idée ne lui plaît pas. Mais si ça lui plaît, vous prenez un grand boost. C'est parti, là. Euh, euh, donc, le talent, vous allez avoir besoin. Mais si vous ne le connaissez pas, essayez de le chercher. Ouais. C'est compliqué. Il y a les gens, enfin, plus on réussit, moins on est accessible. Hein. Donc, alors, il y a des gens qui ne sont pas accessibles parce qu'ils ne veulent plus être accessibles, mais je vous assure, moi, je veux être accessible et c'est compliqué. Enfin, c'est très, très compliqué parce que j'ai des horaires, je travaille beaucoup. J'ai plus besoin de travailler comme avant, mais je continue à travailler comme avant. Mais j'ai mon boulot, mes trucs opérationnels à moi, j'ai mes investissements, donc le reste se resserre. Donc quand avant je pouvais voir 5, 10 personnes par semaine en plus, bah là je vois une personne en plus par mois. Donc parce que ça se remplit de partout. Donc de fait on est accessible. Et là je vous donne l'exemple de quelqu'un qui absolument pas cherche à être inaccessible. Pas du tout. Donc, imaginez si en plus il y a une petite dose d'inaccessibilité dans la personnalité de la personne. Donc là, ça devient très compliqué. Et donc, du coup, les réseaux sont importants et les relations sont importantes parce que le monde économique fonctionne comme les banques, en fait. C'est crédit-débit. Hein, vous rendez service, vous, vous avez un crédit. Vous demandez un service, vous êtes en débit. Donc, et puis, vous savez. Euh, et puis, si vous ne savez pas, c'est grave. De toute manière, si vous ne savez pas, vous n'aurez pas beaucoup de gens dans vos relations qui vous estiment. Et puis, du coup, donc vous n'êtes pas intéressant d'ordre général. Et les gens vraiment intéressants à se connecter avec sont des gens qui comprennent la valeur des services. C'est monnayable. Euh, voilà, donc, si vous avez des relations, vous allez avoir une progression plus rapide et une trajectoire complètement différente. Que ce soit des petits réseaux locaux ou beaucoup plus gros. En fin de Quel qu'il compte, soit le tout est réseau. bénéfique. Absolument. C'est, c'est- Euh, c'est- mais en fait, il faut jamais sous-estimer les gens. Euh, Ça, c'est quelque chose de vraiment libanais. Par exemple, ne sous-estimez jamais quelqu'un au Liban à première vue. Parce que vous ne savez pas c'est qui cette personne. Et vous pouvez vous tromper beaucoup. Je me rappelle une fois, j'étais jeune. J'avais 31, 32 ans.
j'étais déjà très... J'avais beaucoup d'argent. Je venais de rentrer en bourse, etc. C'était le week-end. Et moi, le week-end, je ne me rase pas. C'était vraiment une période très, très fatigante dans la semaine, donc je ne me rasais pas. Et je partais pour acheter une voiture, en fait. Et je rentre chez un concessionnaire qui a deux marques. Une, on va dire, je ne vais pas les citer, mais une, parce qu'après on saura dans la région, c'est Marque très... allemande. Deux marques, une, on va dire, plus populaire et une moins populaire. Mm. Une autre premium. Donc je rentre et j'étais avec ma femme, je pense. Ouais. Et je regarde la voiture, une des voitures moins populaires, parce que quand j'étais gamin, j'aimais bien ces voitures-là. Tous les gamins aiment cette voiture-là. C'est la première voiture qu'on veut avoir quand on est gamin, parce qu'elle a une forme sportive, on va dire. Et donc, je la regarde comme ça, et puis je souris, je parle là-dessus. Enfin, je dis ça. Mais lui, il n'a pas entendu. Il dit ça à ma femme. Je dis... Et puis après, je lui dis... et après, donc, il y a le vendeur qui s'approche et il me parle, commence à m'expliquer ses caractéristiques. Et moi, du coup, je dis merci. Je continue à l'autre bout de l'exposition où il y avait les voitures chères. Oui. Et donc, je regarde une, je dis, ah, elle est sympa celle-là. Puis je commence à tourner. Et ce vendeur-là me regarde comme ça. T'as toisé, dans le Vraiment, jargon. vraiment, il me regarde en haut jusqu'en bas. Puis je lui pose une question là-dessus. Il me dit, oui, monsieur, mais celle-là, On pourrait pas vous la payer? ça vaut 100 000 euros. J'ai dit, c'était pas ma question. Du tout. J'ai dit, ah bon? Eh ben, je me suis retourné vers ma femme, j'ai dit, écoute, c'est pas pour nous. On va partir. Et donc, je pars. Alors, le directeur des ventes me connaît. Il m'a vu de loin et il voit la scène de loin et il voit que je me suis barré. Et lundi, il m'appelle, il me dit, Jean, je t'ai vu, j'ai pas pu te rattraper, t'es parti vite, etc. Et je lui dis, non, je suis pas parti vite, hein, je suis parti parce que C'était trop cher, c'était 100 000. c'était pas pour moi, c'était pour les autres gens. Il me dit, mais qui t'a dit ça? J'ai dit, bah, un commercial, là. Il dit, mais le mec, et les noms d'oiseaux ont commencé à passer. Et après, j'ai acheté il m'a dit, s'il te plaît, voilà, donc il est venu me voir et tout, et j'ai dit, ok, mais tous les bons de commande passent par toi. En fait, j'ai acheté une flotte. J'ai acheté 18 voitures de cette marque-là. Et à chaque fois que j'ai acheté une voiture, le directeur des ventes descendait et lui dit, tu vois le mec qui n'avait pas les moyens, eh ben, c'est encore une voiture pour lui. Énorme. En une seule année, j'ai acheté 18 voitures. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Il ne faut jamais sous-estimer personne. Et il faut donc jamais sous-estimer une relation. Jamais. Vous ne savez pas c'est qui, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Une relation, c'est une relation. Et puis, faites votre job. Votre job, c'est pas de juger les gens. C'est d'interagir avec. C'est un autre conseil hyper important dans l'entrepreneuriat, surtout à l'ère du digital où tout peut être fictif, tu vois. On revient même à ce réseautage physique. Alors moi, j'ai une maigre expérience de 16 ans face à toi, mais on le voit. On revient à cet humain-là. On a le côté méditerranéen en commun, donc forcément, on a ces valeurs-là. Mais je trouve qu'aux plus jeunes générations, c'est ce qui ressort, que ce soit dans le Rotary ou dans d'autres réseaux ou d'autres événements, c'est ça. C'est
partager et vous ne savez pas effectivement qui est à côté ou qui peut vous apporter. Et puis ça peut être une personne qui pense à toi 10 ans après, Oui, par exactement. exemple. Puis ce n'est pas ce que vous voyez qui Mmh. est la vérité. Je connais un autre exemple, mais vraiment un bandit. Un bandit, hein. Il arrivait le matin dans une Ferrari, l'après-midi, il arrivait dans une Porsche, etc. Quand on le voyait, c'est impossible de dire que ce Mmh. mec-là n'avait pas d'argent. C'était impossible, sauf que il faisait une cavalerie qui a duré sur 2 mois avant d'aller en tôle, hein. Ouais. Mais dans ces 2 mois, c'était impressionnant, sa manière de vivre, etc. Et l'entrepreneur qui interagissait avec lui, il a oublié le béaba des affaires et il était tellement ébloui par ces choses superficielles que il s'est fait enrouler et il s'est embarqué dans une affaire qui a nécessité dans la suite 5 ans pour laver son honneur, des bagarres dans tous les sens, c'est parce qu'on l'a associé, évidemment, Ouais. à ce bandit. Ouais. Et lui, il n'imaginait jamais parce qu'il disait avec tout ce que je vois là, c'est pas possible. En fait, c'était du vent, vraiment du vent. Ça veut dire que euh, une Ferrari, on la loue. Hein, ça vaut combien par jour? Bon, 3000 balles, Mmh. 4000, 5000, je ne sais pas, j'ai jamais loué des voitures comme ça, mais je les achète, je les loue pas. Mais, mais ça doit exister. Et vous pouvez, Faire semblant, vous pouvez apparaître comme n'importe qui. ouais. En fait, les apparences, c'est une chose. C'est très important pour moi, les apparences. Très, très important. Moi, j'ai un style vestimentaire qui est particulier à moi, etc. Parce que je ne veux pas être comme les autres, etc. Mais je ne cherche pas à impressionner par la dorure. Je veux être beau. OK. Je veux ne pas apparaître comme les autres. Mais je veux pas impressionner les autres. Je m'en fous, en fait, d'impressionner les autres. Parce que finalement, depuis gamin, je comprenais pas. Quand j'étais jeune, je disais, mais pourquoi cette fille, elle sort avec ce mec qui était moche comme pas permis, mais qui avait une Porsche. Et j'ai dit, mais c'est pas ta Porsche, ça reste la sienne. Si te la donne, au moins, bon. Donc, c'est une mauvaise blague, mais la réalité, c'est celle-là. Ça veut dire que être différent, euh, euh, avoir son style, euh, être démarqué, c'est une chose. Ne sous-estimez pas les gens qui sont simples. Euh, et puis, n'oubliez pas les gens qui réussissent, qui ont réussi, n'ont plus rien à prouver. Mmh. Donc, quand ils ont envie de porter un jean, ben, ils portent un jean. Quand ils ont envie de porter des costumes, ils portent des costumes. Regardez, aujourd'hui, je suis en jean. Je suis le même que celui du podcast où Ouais. j'étais habillé en... C'est la même chose. En réalité, moi, je déteste, par exemple, la monotonie. Je déteste que les gens me mettent dans une case. Donc, je fais tout le temps... ça oscille. Mais il ne faut pas se laisser vraiment prendre par un courant d'apparence qui, en plus, n'est pas logique. Le nombre de filles influenceuses sur le net qui vendent leur plus belle vie en disant regardez la vie comment je suis dans le Ritz aujourd'hui et montre la chambre, etc., qui arrivent au suicide à la fin. Ouais. Parce qu'en fait, elles sont pas heureuses. Elles montrent qu'elles sont heureuses. Mais d'ailleurs, ils en profitent même pas. Ils vont à la place de... regardez dans les spectacles, il n'y a plus personne qui regarde les gens. Ils font Tout le comme monde est ça. derrière le téléphone, Bah, ouais. si tu veux regarder un écran, bah, va chez toi, Ouais. regarde, mets-toi dans ton salon, allonge-toi, hein, et regarde la télé. Ça reste un Mmh. écran, et même un écran beaucoup plus grand que ton petit écran. En fait, les gens, ils vivent plus les expériences. Ils,
Je suis absolument, et franchement, je suis absolument pas contre les nouvelles technologies. Je suis Les un utiliser. acteur. Et je veux absolument pas couper les nouvelles technologies à mes enfants. Je fais absolument pas ça. Mais ce que je veux, c'est que les gens ne n'oublient pas que le virtuel, c'est une chose, le réel, c'est autre chose. Le, les- L'IA aujourd'hui nous permet de faire des choses. Moi, je peux vous faire une vidéo aujourd'hui avec l'IA où vous allez me voir faire 35 saltos arrière et plonger dans un trou qui est tout petit et sortir de notre endroit dans la mer. Je pensais que c'était réel. Bah, J'ai tenté, mais avec l'eau, Déborah, ça ne peut pas être réel parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis un piètre nageur. Voilà, c'est une des choses que je maîtrise pas trop. en tout cas, tout ce que tu dis là, c'est je savais qu'on allait durer, plus que, 30 minutes. C'est une vraie masterclass, tu vois? C'est ce que j'aime. En plus, on n'est pas dans mon podcast, on est vraiment là pour le Rotary et je trouve que c'est chouette pour les jeunes générations. Alors, je parle pas d'âge, hein. Il y a des jeunes générations Ouais. entrepreneurs, dans le sens, ils ont 40 ans ou 50 ans et je trouve que c'est chouette ce que tu as dit parce qu'on a balayé plein d'axes, et en plus, tous ces conseils, ils pourront les retrouver sur ta chaîne YouTube aussi. Est-ce que tu voudrais, partager une actualité? Je sais qu'il y a une actualité, à la rentrée qui fait sens. Est-ce que tu veux en parler de l'évolution où on peut te retrouver? Comme ça te permet de faire, le mot de la fin aussi. Oui, en fait, il y a beaucoup d'actualités. Il y a beaucoup d'actualités et il y a la première, c'est que, mais ça c'est même avant que le podcast soit live, c'est mon site sur lequel on a beaucoup travaillé, qui va devenir la porte d'entrée vers moi et vers mon écosystème. Il y a même une partie qui va décrire tout ce que je fais. Les gens vont se rendre compte de l'impact de l'écosystème. Euh, mais en plus, qu'il y a une façon interactive pour travailler avec moi qui va me permettre de faire une partie du travail qu'aujourd'hui je n'ai pas par série en fonction des réponses, ben, on a d'autres choses, etc., et qui nous permettent d'avoir, nous, derrière, une réactivité plus forte et une bande passante plus forte. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais faire la saison 6 qui va être mon associé. Euh, la, la production et M6 ont souhaité que je resigne pour une saison. Encore une autre nouveauté, c'est l'arrivée de mon livre qui sera avec un des plus grands éditeurs français, Michel Lafon. Donc il se retrouvera partout et qui sortira en janvier 2026. Et puis, il y a aussi une autre nouveauté très forte qui est l'acquisition par le groupe IEVA d'un nouveau pôle de médias et d'e-commerce et qui est la société My Little Paris que j'ai acquise au groupe TF1 et qui va doper le groupe IEVA qui représente pour moi le quatrième pied qui manque à ma stratégie pour implémenter le Netflix de la beauté et du bien-être. On aura toutes les pièces maintenant pour pouvoir dérouler. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres acquisitions, mais les acquisitions se feront dans ces 4 pieds maintenant. Il n'y a plus de pieds en fait à ajouter en plus. Donc voilà, c'est la période d'aujourd'hui à janvier prochain va être une période très 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 chargée. On mettra bien sûr les informations en bas de la vidéo.
pas mal d'actu. Je pense qu'on aura un troisième épisode parce qu'il y aura le livre, il y aura bah, il y a plein de projets qui arrivent donc on n'en dit pas plus. On mettra toutes ces infos et je te remercie au nom du Rotary, hein. Bien sûr, Laurent a dû te le dire, mais eux, ils sont ravis. Aussi de l'écosystème entrepreneurial grenoblois parce que, effectivement, le retour qu'on a eu, dans l'événement, c'est d'avoir une personne, inspirante, médiatique, qui a de la bouteille, comme on dit, dans le jargon, qui vient, dans une petite ville comme Grenoble et je trouve que ça a fait du bien, aux entrepreneurs qui doutaient, qui se disent: «Bah, mon parcours, il est pas lisse, j'ai peut-être pas assez d'argent, je suis peut-être pas assez entouré». Et donc, au nom de toutes ces personnes, voilà, je te dis merci parce que tu as apporté beaucoup de bien. Merci. J'espère, en fait, j'essaye de mon mieux d'être quelqu'un qui apporte du bien là où il arrive. Et ce que j'aime avec toi, c'est que tu oses dire que on peut être bienveillant dans l'entrepreneuriat, on peut Oui, être gentil et c'est assez rare. oui, non, les gens qui pensent qu'il faut tout manger sur la route pour réussir n'est pas vrai. D'ailleurs, n'est pas vrai. C'est pas une question. Moi, en fait, je dis la vérité. Le premier livre que j'ai lu dans le monde des affaires, il s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People. Il a été traduit dans toutes les langues, ce livre. À une période donnée, tous ceux qui travaillaient pour moi, je leur offrais. Tous mes salariés l'ont eu à même cap au début. Et en fait, un des traits communs des gens qui vraiment réussissent, c'est qu'ils sont des gens sympas, en fait, bien, simples, se la pètent pas, ils se prennent pas au sérieux. C'est ça la réalité. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu deux, trois carnivores qui ont réussi et que c'est eux l'exemple, en fait. C'est pas vrai. Le vrai exemple, c'est en fait la personne qui a réussi avant de parler d'argent, c'est la personne qui rayonne en bien autour de lui et qui est une belle personne dans la société dans laquelle il est. Après, l'argent, etc., ça en fait partie. Et de toute manière, quand on est quelqu'un qui a des valeurs, tôt ou tard, ça se paye dans le monde des affaires. Tôt ou tard. Euh, Moi, j'ai fait des acquisitions où j'étais en concurrence avec d'autres. Le choix c'est c'est- c'est, s'est terminé avec mon groupe par des choix intuitifs personnels parce qu'ils ont dit on veut être avec lui. Parce que lui, il va pas nous rouler. Lui, ce qu'il fait. Et ce qu'il dit, il n'y a pas de mensonge. Il n'embobine pas la terre entière, etc. Donc, de toute manière, les valeurs paient à la fin. Nous sommes des combattants. Les entrepreneurs sont des combattants dans le sens. euh, Moi, je n'aime pas dire que je suis le soldat du bien. Parce que dans la notion de soldat, on reçoit un ordre, on l'exécute. Moi, je suis un chevalier. Ça veut dire que je ne fais que des guerres justes. Je n'aime pas faire la guerre, mais si j'ai à la faire, et si c'est une guerre juste, je vais me battre. Aujourd'hui, la- l'entrepreneur en soi, c'est un combattant. Et ce combattant, il ne sera pas affaibli s'il agit avec éthique et morale, bien au contraire. Merci pour cette petite boucle de définition. Tu rajoutes encore, quand je dis masterclass, c'est ça. Merci Jean et puis on Merci Delma. partagera tout ça et merci à tous ceux qui nous partageront, qui viendront mettre des commentaires et nous soutenir. Entrepreneuriat est boosté grâce à toi. Et bravo à vous, bravo au Rotary pour cette belle initiative.